Bonjour et bienvenue dans la 6e vidéo de cette série sur le Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice que je vous avais donné dans la dernière vidéo et qui consistait à développer un programme de vision par ordinateur pour reconnaître une photo de chat ou de chien. Vous avez été très nombreux à faire l'exercice et je vous en félicite, ça me fait vraiment très plaisir. J'ai lu de très bons commentaires à la fois sur Discord et sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes erreurs et bizarreries que l'on peut rencontrer lorsqu'on développe ce genre de programme. On va voir ce qui peut mal se passer avec les fonctions exponentielles et logarithmes que l'on a dans notre programme, tout ça donnant en général lieu à des messages que les gens ne comprennent pas et ne prennent pas le temps de lire. On va aussi parler de l'impact que peut avoir la normalisation sur notre algorithme de descente de gradient, et pour ça, on va tracer des graphiques, on va faire une petite expérience, on va aussi créer des animations Matplotlib. Et pour finir, on verra comment régler les hyperparamètres de notre modèle et on fera le diagnostic de celui-ci en cherchant à comprendre si le modèle est en underfitting ou bien en overfitting. Donc vous l'aurez compris, on a du pain sur la planche et la vidéo est plutôt longue, donc ne perdons pas de temps, c'est parti. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit point en arrière. Ce qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'est qu'on a développé un code permettant d'entraîner des modèles de neurones artificiels. Vous pouvez voir ça un petit peu comme une usine qui permet de fabriquer des modèles de deep learning. Vous fournissez des données à l'usine et elle vous retourne un modèle. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, ça serait fournir des photos de chats et de chiens à notre code pour qu'il nous retourne un modèle qui soit capable de classer ce genre de photos. Alors pour ça, dans la dernière vidéo, je vous ai donné un dataset à télécharger sur GitHub. Donc ce qu'il faut faire, c'est télécharger ce dataset, le placer dans notre répertoire de travail, puis installer le module H5Py, qui nous permet d'ouvrir des fichiers au format HDF5, un format très utilisé en deep learning. Et tout ça nous donne alors un train set et un test set qui sont composés de tableaux NumPy. Donc on voit que dans le train set, nous avons en fait 1000 photos, chaque photo faisant 64 pixels par 64 pixels. Donc une première chose qu'on pourrait être tenté de faire avec ces données Xtrain et Ytrain, ça serait de les utiliser directement dans la fonction Artificial Neuron. Après tout, c'est exactement ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo sur les données X, Y que l'on avait simulées. Et comme on le voit sur ce graphique, ça nous avait retourné d'excellents résultats. Donc c'est parti, on pourrait copier-coller cette ligne et remplacer X par Xtrain et Y par Ytrain. Excusez mon anglais, si des fois je dis X et Y, c'est juste une habitude. Donc X représentant chaque photo et Y représentant la classe que l'on cherche à prédire, donc soit 0, soit 1. Donc c'est parti, on pourrait exécuter ce code, sauf que celui-ci va nous retourner une erreur. Alors en examinant cette erreur de plus près, on voit que celle-ci est causée par les shapes de nos tableaux, c'est-à-dire les dimensions des tableaux. Et en y réfléchissant bien, c'est tout à fait pertinent, car dans la dernière vidéo, nous avions développé un programme qui soit capable de traiter des tableaux X à 2 dimensions. La première représentant le nombre de données, les différentes données, et la deuxième, les différentes variables, x1, x2 et plus s'il y en a. Or ici, nous avons un tableau Xtrain à 3 dimensions. La première dimension, c'est donc le nombre de données, le nombre de photos. Donc ça va. Mais ensuite, sur notre deuxième dimension, en fait, on n'a pas vraiment de deuxième dimension. On en a une deuxième et une troisième, sur lesquelles on retrouve la moitié de nos variables à chaque fois. Donc ce qu'il faudrait faire pour ramener tout ça à un tableau à 2 dimensions, ça serait d'aplatir chaque photo de notre dataset, de telle sorte à mettre sur un seul axe, c'est-à-dire sur une seule dimension, tous les pixels de chaque photo.
c'est-à-dire avoir un axe sur lequel on retrouve 4096 pixels, soit 64 x 64 pixels. Donc, une manière de faire ça, ça serait de créer une nouvelle variable qu'on va appeler xtrain_reshape, qui est égale à xtrain.reshape, donc on utilise la méthode reshape sur notre tableau xtrain, de façon à obtenir un tableau qui fasse 1000,4096. Donc pour obtenir le 1000, c'est très simple, on va prendre la première dimension de xtrain. Et pour obtenir le 4096, alors vous avez été nombreux sur Discord et en commentaire à proposer de multiplier la shape 1 avec la shape 2, tout simplement. Et c'est une très bonne proposition, car en effet, si on examine le résultat, on voit qu'on obtient bien un tableau de dimension 1000,4096. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelque chose d'encore plus rapide, c'est tout simplement d'écrire -1. Car si vous êtes à l'aise avec Python, vous savez ce que ça signifie. Ça signifie simplement qu'on va vouloir redimensionner notre tableau xtrain pour que celui-ci soit de dimension 1000, virgule, tout ce qu'il reste à réorganiser. Donc ce qu'il reste à réorganiser, c'est 64 multiplié par 64. Donc voilà, ce petit -1 fait parfaitement l'affaire, comme vous le constatez. Donc voilà pour notre xtrain. Alors bien sûr, si on redimensionne le train set, il va également falloir redimensionner le test set. Ça nous sera utile un peu plus tard dans cette vidéo. Et donc voilà, on obtient bien un test set de dimension 200,4096. Donc désormais, en remplaçant xtrain par xtrain_reshape, on obtient un code qui fonctionne. Enfin, un code qui fonctionne, c'est vite dit, hein, car même si nous n'obtenons pas de message d'erreur cette fois-ci, il y a visiblement quelque chose qui cloche dans notre code. Car nous, ce qu'on aimerait obtenir, c'est une belle courbe qui montre que le modèle a bien été entraîné. Et là, bah non, on n'obtient rien du tout. Alors pour comprendre d'où vient cette erreur, nous allons devoir analyser les petits messages qui nous ont été retournés par Python. Alors le premier d'entre eux nous informe qu'il y a eu un overflow dans une fonction exponentielle. Première question, où est-ce que nous aurions une fonction exponentielle dans notre code? Alors on va remonter, et en regardant toutes nos fonctions, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul endroit où nous utilisons la fonction exponentielle, c'est pour calculer l'activation de notre neurone, c'est-à-dire la fonction sigmoïde. Très bien. Donc deuxième question, que signifie rencontrer un overflow? Eh bien, un overflow, c'est tout simplement lorsque vous passez une valeur tellement grande dans votre fonction exponentielle que celle-ci ne peut pas vous retourner de vraie valeur. Petite démonstration, si nous importons depuis le module math la fonction exponentielle et qu'on fait passer par exemple une valeur 1000 à l'intérieur de la fonction exponentielle, vous allez peut-être vous dire « Ah bah oui, ça va sûrement nous retourner quelque chose d'assez grand ». Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, mes amis, parce que ça vous retourne juste une erreur. Alors, ce n'est pas une erreur de programmation, c'est une overflow error. Ça veut juste dire que mathématiquement, on ne peut pas calculer ça, parce que c'est beaucoup trop grand. Alors, ça pourrait vous surprendre, hein, parce que 1000, ça paraît pas si grand que ça, mais je vous rappelle juste que la fonction exponentielle, c'est une des fonctions qui croît le plus vite dans notre univers. Rappelez-vous aussi que la dérivée d'une fonction exponentielle, ça vous donne une fonction exponentielle elle-même. Autrement dit, plus ça grandit, façon de parler. Donc, voilà ce que signifie avoir un overflow. Allez, juste pour le fun, on pourrait même un peu jouer avec. Pour information, rien que exponentielle de 200, ça nous donne quelque chose de l'ordre de 10 puissance 86. Alors vous pourriez vous dire, ah ouais, ça fait beaucoup. Alors juste pour référence, le nombre estimé d'atomes dans notre univers est égal à 10 puissance 80. Donc rien que là, en écrivant exponentielle de 200, 200 qui n'est pas un si grand nombre que ça, eh bien le résultat nous donne quelque chose de supérieur au nombre estimé d'atomes dans notre univers. C'est pour vous dire la puissance du truc, hein. Donc bref,
Tout ça nous indiquerait que donc la valeur de z est une valeur qui fait exploser notre exponentielle. Alors pour en avoir le cœur net, vous savez quoi? On pourrait s'amuser un peu en imprimant, à chaque fois qu'on calcule le vecteur z, on pourrait imprimer sa valeur maximum. Donc le nombre maximum, le plus grand nombre qu'il y a à chaque fois dans le vecteur z. OK? Donc, en exécutant ça dans notre boucle d'apprentissage, à chaque fois, on va imprimer le maximum de z. Alors, en retournant tout en bas dans notre fonction, waouh, ouais, ça nous donne des grandes valeurs quand même. Regardez, 15 780, moins quelque chose que j'ai même pas envie de lire, et là non plus, ça nous donne vraiment de très très grandes valeurs. On comprend du coup pourquoi on obtient un overflow encountered in exponential. Alors, vous allez vous dire, très bien, mais en quoi est-ce que ça explique qu'on n'obtient pas de graphique, que le modèle n'est pas entraîné, ou voilà, pourquoi? Eh bien, pour le comprendre, il faut poursuivre notre analyse. Donc, comme nous disposons de valeurs z qui sont assez importantes, soit dans le domaine positif, soit dans le domaine négatif, cela fait qu'on obtient une exponentielle de moins z qui, lorsqu'elle est calculée avec NumPy, nous retourne soit 0, comme vous le voyez ici, ou alors plus l'infini. Et c'est justement là qu'on a une erreur de type overflow. Du coup, lorsqu'on va injecter cette exponentielle de moins z à l'intérieur de notre fonction sigmoïde, on obtiendra un résultat dans lequel on fera soit intervenir 0, soit intervenir l'infini. Donc, bien sûr, quand ça sera 0, ça nous donnera 1 divisé par 1, ce qui nous donne 1. Et quand ce sera l'infini, ça nous donnera 1 divisé par 1 plus l'infini, c'est-à-dire 1 divisé par l'infini, et tout ça, ça tend vers 0. Alors, si vous ne me croyez pas, hop, petite démonstration. Quand z est égal à moins 1000, ça nous donne 0. Car en effet, exponentielle de moins z, c'est alors égal à plus l'infini. Et à l'inverse, lorsque z est égal à 1000, alors exponentielle de moins z tend vers 0, ce qui fait qu'on divise 1 par 1 plus 0, ce qui nous donne 1, comme ici. Alors vous allez peut-être vous dire, ok, très bien, mais où est-ce que tu veux nous amener avec ta petite histoire? Eh bien, là où j'ai envie de vous emmener, c'est vers notre fonction coût, la fonction de logloss, dans laquelle, vous l'aurez remarqué, on fait passer notre vecteur d'activation, c'est-à-dire cette valeur qu'on vient de calculer dans laquelle on va retrouver des 1 et des 0. Or, c'est ça qui est très important. Dans notre fonction coût, on retrouve des logarithmes. Et je vous le rappelle, les fonctions logarithmes ne sont pas définies en 0. On peut refaire la petite expérience. Si on importe la fonction logarithme et qu'on écrit log de 0, on voit bien qu'on a une erreur de domaine. Donc, log de 0, c'est impossible à calculer. Or là, nous faisons passer un vecteur qui comprend des 0 et des 1, et ce vecteur, on essaie d'en calculer les logarithmes. Alors, lorsque on aura un 0 à l'intérieur de A, log de 0, ça va nous retourner une erreur. Et lorsqu'on aura un 1, eh bien log de 1 moins 1, ça fait log de 0, donc pareil, ça nous retournera une erreur. Donc, tout ça pour dire que lorsque z a de grandes valeurs, qu'elles soient positives ou négatives, cela fait que notre programme se retrouve dans l'incapacité de calculer le coût de notre modèle. Par conséquent, s'il ne peut pas calculer le coût, il ne peut pas afficher notre courbe d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un graphique vide et avec différentes erreurs comme overflow dans l'exponentielle, mais aussi un autre message qu'on n'avait pas lu jusqu'à présent qui dit qu'on a des zéros dans des logarithmes. Donc j'espère que vous y voyez plus clair avec ça. C'est une erreur qui est souvent ignorée des gens parce que ça fait intervenir un peu de maths et beaucoup de développeurs ne sont pas forcément à fond dans les mathématiques. Donc voilà, mon but c'était vraiment de vous expliquer quelque chose
d'important qui intervient très souvent et que beaucoup de gens laissent de côté. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir ces erreurs, hein? Bien sûr, ça c'est le plus important. Alors, la première chose à faire, qui est une chose assez importante, c'est de modifier notre fonction logloss pour faire intervenir une petite valeur epsilon à l'intérieur de ces logarithmes. Voilà, ça fait en fait partie des bonnes pratiques qu'on retrouve même dans les bibliothèques du type scikit-learn. Donc le fait de placer un petit epsilon, par exemple égal à 1 10 puissance moins 15, donc c'est vraiment un très petit nombre, et d'insérer cette valeur à l'intérieur de nos logarithmes. Comme ça, on est sûr que quoi qu'il arrive, on sera capable de calculer un logloss. Alors certes, cela va avoir un petit impact sur le calcul du coût, mais c'est tout. Ça ne va absolument pas impacter le calcul de nos gradients, ni celui de notre mise à jour. Ça va simplement impacter le graphique sur lequel on visualise notre coût. Mais ça n'a rien d'important. Donc voilà, en exécutant ça, on va pouvoir réentraîner notre modèle. Et voilà, avec tout ça, nous obtenons désormais la courbe d'apprentissage de notre modèle. Alors, de ce qu'on voit ici, le modèle n'a pas appris grand-chose, hein. Son apprentissage a plutôt été chaotique. Et ça, c'est en fait lié au fait que nous avons toujours notre erreur d'overflow. Parce qu'on a beau avoir modifié la fonction coût en rajoutant le epsilon dans le logarithme, cela ne change rien au fait que nous ayons toujours des valeurs z qui soient trop grandes et qui par extension créent un overflow dans notre exponentielle. Donc, pour corriger ce problème, nous allons devoir effectuer une des opérations les plus importantes du monde du deep learning et du machine learning, celle de normaliser nos données. Que ça soit en machine learning ou en deep learning, il faut toujours normaliser nos données lorsqu'on utilise un algorithme de descente de gradient. Pour faire simple, cela signifie mettre sur une même échelle toutes les variables d'un dataset afin d'éviter que les plus grandes ne viennent écraser les plus petites. Pour bien comprendre ce que ça signifie, je vous propose de voir un petit exemple avec une application numérique. Imaginez que l'on ait deux variables, x1 et x2, dont les valeurs s'étendent de 0 à 1 pour la première et de 0 à 10 pour la seconde. En plaçant ces variables dans notre fonction linéaire, z égale w1 x1 plus w2 x2 plus b, on se rend compte que les poids w1 et w2 n'ont alors pas le même impact sur notre sortie. En effet, lorsqu'on bouge légèrement le coefficient w1, cela peut faire varier notre sortie de quelques unités, alors que quand on bouge légèrement le coefficient W2, cela fait varier la sortie Z de plusieurs dizaines d'unités. Du coup, en poursuivant le raisonnement, cela impacte tout autant notre activation et par extension, la différence entre l'activation et les données Y, ce qui n'est autre que notre fonction coût. Alors en principe, pour avoir une bonne convergence de la descente de gradient, on désire avoir une fonction coût qui évolue de façon similaire sur les deux paramètres W1 et W2. Sauf que si le premier a 10 fois plus d'importance sur la sortie que le second, eh bien on va se retrouver avec une fonction coût qui est totalement compressée. Ici, on voit bien qu'un faible changement de la valeur de W2 crée un grand changement de comportement de la part de notre modèle, ce qui a donc une très grande influence sur le coût de notre modèle. Et donc, le problème, c'est que lorsqu'on utilise une descente de gradient, cela ne va pas faciliter la convergence, nous donnant parfois des situations dans lesquelles on passe notre temps à rebondir d'un côté et de l'autre de notre fonction coût. Alors, pour illustrer tout ça, et pour vous prouver que je ne raconte pas du blabla, eh bien, je vous propose de faire une petite expérience sur la base du dataset que l'on avait dans la dernière vidéo. Donc, dans ce dataset, nous avions deux variables, x1, x2, qui sont clairement du même ordre de grandeur, puisque la première s'étale de -1 à +4,
et la deuxième de moins 1 à plus 6. Donc on ne peut pas dire dans ce cas-là que l'une vient écraser l'autre. Clairement pas. Alors ce que j'aimerais faire avec vous, ça serait de tracer l'évolution de la fonction coût en fonction des paramètres W1 et W2, c'est-à-dire les paramètres qui sont associés à chacune de ces variables. De cette manière, vous pourrez voir de vous-même si en effet la fonction coût est compressée lorsque l'une de ces variables devient très grande. Donc c'est parti, pour faire ça, on va commencer par définir une rangée de valeurs pour W1 et W2 grâce à la fonction linspace, dans laquelle nous allons passer une valeur minimum, allez, une valeur limite qui va commencer à moins 10. Voilà, donc moins limite, jusqu'à plus limite. Donc on va aller de moins 10 à 10, avec h valeur, c'est-à-dire 100 valeurs dans ce linspace, ce qui nous retourne donc un tableau W1 qui va de moins 10 à 10, avec 100 valeurs réparties de façon uniforme. Ça, c'est pour W1. On va faire varier W2 exactement de la même manière, et on va combiner ces deux tableaux avec une mesh grid. Donc pour ça, on va écrire W11, W22 égale np.meshGrid de W1, W2. Alors, je ne vous repasse pas en détail ce que fait cette fonction. J'avais sorti une vidéo NumPy à ce sujet. Elle est en lien dans la description si vous en avez besoin. Quoi qu'il en soit, donc ça nous donne un tableau W11 qui est de dimension, si on réfléchit bien, 100,100. Et oui, puisque le vecteur W1 a été recopié en boucle pour couvrir la dimension du vecteur W2. Voilà. Et c'est la même chose donc pour W22, 100,100. Alors, nous, ce qu'on voudrait faire, ça serait passer cette grille de valeurs qui donc contient 10 000 configurations possibles, puisque 100 fois 100, ça fait 10 000. On aimerait passer ces 10 000 configurations dans notre fonction z, qui est égale à x.w plus un petit b qu'on va initialiser, disons, à 0. On va dire que ouais, b est égal à 0. On le changera peut-être après. Mais ce qui nous intéresse, c'est w. Et alors, rappelons-nous juste que w doit donc être de dimension n,1, entre guillemets. Alors, en réalité, là, w devra être de dimension n,10 000, puisqu'on veut 10 000 configurations possibles, et n, c'est égal à 2, puisqu'on a deux variables. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous faut en dimension pour w. Comme ça, on peut effectuer le produit matriciel avec x, qui, lui, est de dimension 100,2. Voilà, on a un produit matriciel entre ces deux choses. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas un seul w qui fait 2,10 000, mais nous avons deux tableaux w qui font chacun 100 par 100. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être créer une variable w finale qui est égale à np.concatenate. Comme ça, on va concaténer ces deux tableaux selon leur axe 1, et on va aussi les aplatir. Donc, autrement dit, on aplatit chaque tableau, du coup, ça nous donne 10 000 valeurs dans W1, enfin W11, et 10 000 valeurs dans W22, et on les concaténate. Donc on obtient un tableau de dimension, en principe, 10 000,2. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 10 000,2. Donc, non, c'est pas parfait, puisque nous, on veut 2,10 000, donc on va le transposer, ce tableau. Mince, j'ai oublié le petit point. Très bien, donc on a notre W final. Si vous n'avez pas tout compris à ce que j'ai fait, c'est pas grave, c'est un domaine, enfin c'est un exercice assez compliqué, c'est ce qu'on appelle faire de la manipulation de tableau. C'est pas le truc le plus important en deep learning, hein. Là c'est une expérience. Je fais ça pour vous montrer des choses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un tableau de paramètres qui contient 10 000 configurations possibles. Les 10 000 valeurs, les 10 000 configurations, c'est-à-dire lorsque W11 vaut moins 10, et que W2 vaut moins 10, puis que W1
vaut moins 10 et que W2 vaut moins 9,9, etc., etc., etc. Ça nous donne 10 000 situations possibles. Et chacune de ces situations, on va les évaluer. Donc déjà, on va créer des prédictions. Donc A est égal à 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins Z. Vous commencez à connaître l'histoire, hein. Et on va juste vérifier qu'on ne s'est pas trompé en imprimant la shape. Alors si on réfléchit bien, ça nous donne donc un tableau A qui doit être de dimension 100,10 000. Yes, ça fonctionne bien. Alors pourquoi 100,10 000? Eh bien parce que normalement dans le vecteur A, nous avons 100 valeurs, puisqu'on a 100 données dans notre dataset. Sauf que ici, on a testé 10 000 configurations possibles. Donc, on va avoir 10 000 situations différentes. Alors maintenant, ce tableau A, on veut le comparer à notre tableau Y. Alors pour ça, je vais gagner du temps. Je vais directement copier-coller la fonction logloss qu'on a écrit tout à l'heure. Alors, on va juste la modifier un petit peu. Donc, on désire garder le epsilon, c'est toujours utile. On va enlever le return, on va dire que c'est égal à L, tout ça. Et si j'exécute le code comme ça, on va faire simplement la somme de tout le tableau. Et ça, c'est pas bon. Regardez, ça va nous donner un nombre... ça va nous donner un nombre réel qui, je pense, va être très très grand pour le coup. Ouais, voilà. C'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut obtenir 10 000 coûts différents, puisqu'on teste 10 000. On teste 100 valeurs de W1 et 100 valeurs de W2. Donc, ça nous donne 10 000 configurations différentes. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire la somme de tout notre tableau A, qui, je le rappelle, est donc de dimension 100,10 000. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme en suivant un axe bien précis. Et ça va être l'axe 0. Donc, cette fois-ci, L va donc être de dimension 10 000. Voilà, c'est bien. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est, rappelez-vous, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on veut afficher tout ça dans un graphique en 2D, une sorte de contour plot. Pas de contour plot. Si, c'est un contour plot, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on va le redimensionner, alors en 100,100. Ou ce qu'on pourrait même faire, c'est prendre directement les dimensions qu'on avait là. Voilà, W11, puisqu'il est de dimension 100,100, et on va écrire W11.shape. Et voilà. Ça nous donne donc un tableau L à 2 dimensions. Donc ce tableau, il ne reste plus qu'à l'afficher. Alors on va aller très vite en créant un plt. Par exemple, contour F, dans lequel on va faire passer W11, puis W22. Donc ça, c'est pour les axes X, Y. Et pour la hauteur du graphique, c'est-à-dire les valeurs que l'on affiche sur l'axe Z, ça va tout simplement être L. Et voilà. Alors, on va rajouter une CMap, ça c'est moi pour m'amuser. J'aime bien la CMap, par exemple Magma. Allez, je la trouve assez cool, elle va bien dans le thème, dans les couleurs de la vidéo. Et voilà, alors on va rajouter une petite color map, hein, une petite color bar pour mieux comprendre ce qu'on fait. Et on voit donc l'évolution de notre fonction coût en fonction des valeurs des différents paramètres. Donc si W1 vaut moins 7,5 et que W2 vaut 2,5, eh bien, on aurait un coût qui se balade ici, c'est-à-dire un coût aux alentours des 10. Voilà, cette couleur. Alors, si on voulait rajouter de la précision à notre graphique, on pourrait rajouter des levels. Voilà. Là, après, je vous laisse un peu jouer, vous, de votre côté, si vous voulez vous amuser. Quoi qu'il en soit, nous, notre objectif, c'était pas simplement de faire un graphique. C'était de faire un graphique qui puisse démontrer que lorsqu'une variable devient trop imposante, eh bien, ce graphique commence à se compresser. Alors, pour ça, je vais peut-être retourner sur une valeur égale à 10. Donc pour ça, on va retourner en haut et on va prendre une de nos deux variables, par exemple la variable x2, celle-là, la deuxième, donc x entre crochets 1, et on va la multiplier par 2. Donc on va dire que c'est égal à x entre crochets 1 fois 2.
Donc si j'exécute, regardez bien, on va passer de -1 à 6 à, techniquement, -2 à 12. Voilà, -2, 12. Donc essayons de voir si ça a un impact sur notre graphique. Alors pour ça, il faut juste réexécuter notre code ici. Et là, et regardez bien, ah, ça commence. Vous voyez, notre fonction coût commence à être compressée. Alors, rien de très grave, vous allez me dire. Oui, rien de très grave. Sauf que, attendez, là, nous avons simplement multiplié par 2 notre variable x1. On pourrait dire qu'elles sont toujours à peu près toutes les deux sur le même ordre de grandeur. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on la multiplie par 10. Allez, soyons fous, directement 10. Donc on retombe dans l'exemple que j'avais pris initialement, une variable qui est étendue de -1 jusqu'à 4 et une autre qui est étendue sur les dizaines, voire les centaines. Eh bien, dans ce cas de figure, le paramètre qui sera associé à la variable la plus imposante va venir complètement écraser nos sorties. Ce qui fait qu'on obtient une fonction coût complètement compressée. Et parce que cette fonction coût est compressée de cette manière, eh bien notre algorithme de descente de gradient va avoir du mal à converger pour trouver le minimum. Et ça va nous donner une situation de zigzag, comme ce qu'on avait observé tout à l'heure. Alors pour visualiser tout ça, j'ai un petit peu modifié notre fonction Artificial Neuron, que j'ai renommée Artificial Neuron numéro 2. Et bon, je ne voulais pas montrer parce que ça prenait un peu de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit bout de code pour enregistrer tous les 10 itérations les différents paramètres de notre modèle. Donc W0, W1, j'ai aussi rajouté B, ainsi que l'itération en cours et le coût, mais en fin de compte, celles-ci, elles ne sont même pas utiles. Donc, en entraînant tout ça, ça m'a donné le résultat suivant. Donc on voit bien qu'on a une fonction coût qui oscille, elle fait des va-et-vient, donc elle n'est clairement pas en train de bien fonctionner. Et c'est justement parce que notre dataset n'est pas normalisé, on a une variable beaucoup plus imposante que l'autre. Et ça, on le voit extrêmement bien sur le graphique que j'ai généré ici, sur lequel vous retrouvez donc notre espace de fonction coût. Là, c'est notre point de départ. J'ai initialisé le point de départ à -7,5 pour les deux variables. C'est ce que vous voyez ici, parce que je trouvais que ça simplifiait un petit peu la lecture. Et donc, ce qu'on voit, c'est que au lieu de bien converger, comme ce qu'on pourrait avoir en temps normal, eh bien, on fait un grand pas là, puis un pas là, puis ensuite on fait des va-et-vient, comme ça. Et pour même pousser le truc un peu plus loin, j'ai décidé de faire un petit graphique 3D avec Plotly. Donc on voit bien que notre fonction coût est devenue très brute. C'est une véritable falaise, le truc. Et juste en comparaison, donc si on revient sur quelque chose de normal, donc x1, donc un dataset équilibré, eh bien on obtient donc une belle fonction coût. Alors elle n'est pas si top que ça, parce que j'ai démarré d'un point assez élevé. Donc si on augmente les itérations à 1000 par exemple, là, on obtient une belle fonction coût. Et en affichant tout ça ici, voilà, on voit qu'on converge très facilement. Alors, il faut juste recalculer ça. On converge très facilement vers le centre, c'est-à-dire vers le point le plus bas de notre coût. Et ça nous donne aussi une belle fonction coût comme ça. Voilà. Bon, avec tout ça, j'espère que vous avez bien compris l'importance de normaliser vos données. Maintenant, la question c'est comment faire pour effectuer une normalisation? Eh bien, il existe différentes techniques, comme la standardisation ou la normalisation min-max, dont j'ai parlé sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons justement utiliser la normalisation min-max dans le but de mettre toutes nos variables, c'est-à-dire tous nos pixels, sur une échelle de 0 à 1. Alors pour ça, c'est très simple. Il suffit d'appliquer la formule suivante, c'est-à-dire prendre chaque pixel, le soustraire à la valeur minimum de ce pixel, et diviser le tout par le maximum moins le minimum. En plus, comme nos photos sont codées en 8 bits, ça fait que les pixels valent au minimum 0 et au maximum 255. Donc on peut même simplifier cette formule en disant simplement que chaque pixel est égal à lui-même divisé par 255. Et voilà,
C'est ainsi qu'on normalise nos données. Allez, on va voir comment faire ça dans notre code. Donc, de retour dans notre code, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'endroit où nous avions défini notre train set, et nous allons diviser celui-ci par la valeur maximum que l'on trouve à l'intérieur. Cela va donc avoir pour effet de normaliser nos données en passant d'un maximum égal à 254 à un maximum égal à 1. Autrement dit, cela fait que toutes les photos que nous avons dans notre train set ont désormais des pixels compris entre 0 et 1. Alors bien sûr, nous allons également effectuer cette opération sur notre test set en effectuant la même opération, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas xtest.max, mais bien xtrain.max. Ça, c'est un des points fondamentaux du pre-processing. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous laisse voir ma vidéo à ce sujet. Le lien est dans la description de la vidéo. Et donc, en ayant normalisé à la fois notre train set et notre test set, nous allons pouvoir réentraîner notre modèle de neurones artificiels et vous allez voir que ça va avoir pour effet d'éliminer notre erreur d'overflow. Regardez bien. Et voilà, on n'a plus d'erreur. Alors certes, nous avons toujours un graphique un petit peu étrange, mais celui-ci, on va le laisser de côté juste un instant pour conclure sur cette histoire d'overflow. Car quand on y réfléchit bien, tout ce qu'on vient de faire, c'est extrêmement logique. Rappelez-vous, si on avait un overflow, c'est parce que les valeurs de z étaient beaucoup trop importantes. On avait des valeurs de z qui valaient parfois 10 000, parfois 100 000, parfois moins 50 000. Bref, des choses beaucoup trop importantes pour être passées dans une fonction exponentielle. Mais quand on y pense, c'était assez logique d'obtenir des valeurs aussi importantes. Car rappelez-vous, z, c'est en fait égal à w1x1 plus w2x2 plus w3x3, etc., etc., jusqu'à w4096 fois x 4096. Car ici, nous avons 4096 variables. Donc, si chacune de ces variables peut valoir quelque chose entre 0 et 255, mais ça fait complètement exploser la valeur de z. Tenez, rien qu'en prenant la valeur médiane, c'est-à-dire 125, eh bien, en considérant que chaque valeur de w est égale à 1, ça nous donne z égale à 125 fois 4096. C'est juste énorme, on ne peut pas du tout passer ce genre de choses dans une exponentielle. Et c'est donc là que notre problème se voit totalement résolu lorsqu'on normalise nos données. Car cette fois-ci, tout est compris entre 0 et 1. Tout ça fait que la valeur de z est fortement atténuée. D'ailleurs, on pourrait le vérifier nous-mêmes. En remontant tout en haut, là où tout à l'heure nous avions imprimé un print, eh bien on pourrait réactiver ce print pour afficher la valeur maximum de z. Et c'est parti. Voilà, on obtient z égale 59, 28, 65. On pourrait se dire, ouh, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, mais ça reste largement accessible pour une exponentielle. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Tiens, d'ailleurs, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément ça. Ça serait peut-être plutôt le minimum, puisqu'on veut aussi voir les valeurs négatives. Donc z.min. D'ailleurs, c'est plutôt le minimum qui nous pose problème. Et voilà, le minimum, il est moins 68, moins 34, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que c'est le minimum qui nous pose problème? Car je vous rappelle, ce qu'on insère dans l'exponentielle, c'est moins z. C'est-à-dire que si z est égal à moins 68, alors on passe dans l'exponentielle moins 68, c'est-à-dire exponentielle de 68. Mais bon, là, comme on le voit, le problème est complètement résolu. Enfin, complètement résolu, il nous reste toujours ce graphique, mais vous allez voir, celui-ci n'a aucun rapport avec la normalisation. Il a en fait un lien avec les hyperparamètres de notre modèle. Allez, on en parle tout de suite. Alors, avec tout ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo, vous pourriez vous dire, mais comment ça se fait qu'on obtienne toujours un graphique aussi décevant? Après tout, nous avons normalisé nos données, ce qui fait que notre fonction coût évolue progressivement et on ne retrouve pas de falaise à l'intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'on obtient ça? Eh bien,
on a beau avoir une fonction coût qui évolue progressivement, si notre algorithme de descente de gradient décide de faire des pas beaucoup trop grands dans cette fonction coût, eh bien, il va osciller et faire des va-et-vient. C'est peut-être ça le problème après tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un learning rate peut-être égal à 0,01, car de base, celui-ci a été réglé sur 0,1. C'est un learning rate beaucoup trop grand pour un vrai problème. Ça fonctionne bien sur un petit dataset comme celui-ci, mais comme je vous le disais, là, sur un vrai problème avec des photos, non, vaut mieux passer aux choses sérieuses. Donc, voyons ce que ça donne. Alors, attendez, peut-être qu'on va juste supprimer cette ligne qui nous imprime les valeurs de Z au préalable. Hop. Et voilà, on réexécute notre code. Et vous voyez, c'est beaucoup mieux déjà. Alors, là, on voit pertinemment que notre modèle est en train d'apprendre. C'est génial. Tout ce qu'on pourrait se dire, c'est « Ah, bah ça suffit pas, il faut du coup rajouter plus d'itérations. » N iter égale, allez, peut-être 1000. Donc on attend, et voilà, là on commence à tomber sur quelque chose de très satisfaisant. Alors, c'est bien génial tout ça, mais on pourrait se dire « Ah, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la performance du modèle. » Donc pour ça, on va retourner dans notre fonction Artificial Neuron, et on va créer une liste accuracy que l'on va append à chaque itération avec la fonction accuracy score de scikit-learn. Donc, je me suis perdu, non, je suis là. Donc, on va dire qu'on rajoute accuracy score entre y et nos prédictions, y-pred, qui va donc nous falloir calculer. Alors, pour les calculer, c'est très simple, on va reprendre cette ligne, on va la mettre là, et je vais juste, moi, de mon côté, faire un petit peu de ménage. Alors ça, on n'en a plus besoin. Alors je vais accélérer un peu la vidéo pour que ça aille un peu plus vite. Et voilà, une fois qu'on a ça, tout ce qui reste à faire, c'est donc d'afficher sur une autre courbe notre accuracy. Donc on va faire un plt.plot accuracy. Alors pour ça, donc, il est très important de créer des subplots. Donc on va créer une figure, plt figure, d'une taille peut-être égale à 12,4 et un premier subplot. Allez, on va faire donc une ligne, 2 colonnes, et ça va être la première figure sur laquelle on va mettre le loss. Et notre deuxième figure, ça va être l'accuracy. OK? Donc voici notre code. On le compile et on retourne à cet endroit pour voir comment évolue l'accuracy de notre modèle. Et on voit qu'elle monte. Et même si le loss diminue et semble se stabiliser, alors pas vraiment ici, mais sur le graphique de tout à l'heure, on voit que l'accuracy continue de monter. Donc ça nous indique très clairement que notre modèle a besoin de plus de temps pour apprendre. Il voudrait plus d'itérations. Donc on pourrait passer de 1000 à 10 000. Cependant, attention, en faisant ça, j'ai envie de vous donner 2 conseils. Le premier, c'est qu'en effectuant 10 000 itérations et en calculant à chacune de ces itérations le coût, l'accuracy et en installant ces choses dans une liste, eh bien votre code va être considérablement ralenti. Je vous rappelle juste que Python, c'est pas le langage le plus performant du monde, comparé à C++ ou d'autres. Donc, dans ces situations, lorsqu'on effectue beaucoup d'itérations, je vous conseille d'ajouter dans votre code une petite condition qui dit que si l'itération en cours est un multiple de 10, par exemple, alors, et seulement dans cette condition, on effectue le calcul de nos coûts et de nos accuracy. Voilà, ça améliore quand même beaucoup la rapidité de votre code. Donc voilà pour le premier conseil que j'ai à partager avec vous. Maintenant pour le deuxième, c'est très simple. Je vous conseille de toujours rajouter une petite barre de progression lorsque vous exécutez un code très long. Alors pour ça, il existe une librairie fabuleuse qui s'appelle TQDM.
Alors TQDM, vous savez, ça vient de l'arabe. Ça signifie en fait takadoum. Voilà, petite information, petite anecdote comme ça. Et takadoum, ça signifie progression en arabe. Donc on va faire from TQDM, import TQDM, voilà, parce qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur de TQDM. Donc, quand on utilise cette librairie Takadoum, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire TQDM à l'intérieur de notre boucle for. Donc voilà, en fait, on écrit for I in TQDM et c'est là qu'on fait passer toutes les itérations qu'on va avoir. Et c'est tout, on n'a rien d'autre à faire. Donc regardez, en exécutant ça, on va obtenir le résultat suivant. Donc voilà, une petite barre de progression qui nous indique des choses très importantes, le progrès, combien de temps il nous reste. Voilà, ça c'est toujours très utile parce que si vous lancez un code qui va compiler qui va être exécuté pendant plusieurs heures, c'est jamais très agréable d'être dans l'ignorance, de se dire combien de temps il reste. Là il y a une moto qui passe pendant ce temps, c'est génial. Est-ce qu'il me reste 1 heure? Est-ce qu'il me reste 2 heures? Est-ce que je vais boire un café? Voilà. Et on obtient donc le résultat suivant, dans lequel c'est extrêmement perturbant, puisque même après 10 000 itérations, alors bien sûr là sur notre abscisse on voit pas 10 000, on voit 1000, parce qu'on a divisé 10 000 par 10, puisqu'on effectuait le calcul du coût et de l'accuracy tous les 10 cycles. Donc ça c'est juste une petite chose à corriger, c'est rien de grave. Eh bien malgré nos 10 000 itérations, notre performance continue toujours à augmenter. Alors là, il faut commencer à se méfier dans cette situation. Parce que peut-être que notre modèle est en train d'entrer en overfitting. Je vous rappelle ce qu'est l'overfitting. L'overfitting, c'est quand votre modèle n'est plus capable de généraliser. Il se focalise tellement sur les exemples du train set, donc sur les exemples qu'il étudie lors de son entraînement, qu'il en perd la capacité de faire de bonnes prédictions sur le test set. Donc une façon de détecter l'overfitting, c'est lorsqu'on voit que la courbe de l'os du train diminue, mais que celle du test commence à stagner, voire à augmenter. Et sur l'accuracy, c'est lorsqu'on voit que le train s'améliore de plus en plus, mais que le test commence à stabiliser, voire se dégrader. Donc pour visualiser tout ça, vous l'avez compris, il faut tracer une autre courbe, la courbe de test. C'est pourquoi on va modifier encore une fois notre fonction artificial neuron en faisant cette fois-ci passer notre train set et notre test set à l'intérieur. Donc on va créer une variable xtrain et ytrain et xtest ytest. Bien sûr, il va donc falloir modifier ce qu'on a à l'intérieur de tout notre code. Donc à l'intérieur de notre boucle d'apprentissage, bien sûr, ça va être le train set qui va entrer en jeu. Ici, là et là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc devoir créer 4 listes différentes. Une train loss, une train accuracy, mais également une test loss et une test accuracy. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, tous les 10 cycles, on va vouloir calculer le train loss, le train accuracy, donc ça c'est déjà fait. Alors on va faire un petit peu le ménage au niveau des commentaires. Train. Alors bien sûr, il faut changer nos variables ici. Donc ça c'est train loss et ça c'est train accuracy. Donc le loss, il est calculé sur ce qu'on avait là. Alors il faut juste écrire y train pour le coup. La prédiction, elle est faite sur le x train. Et le train accuracy, il est fait en comparant le y-train avec le y-pred. Ok, ça c'est très bien. Et donc, on va faire la même chose pour le test, en écrivant donc qu'on veut modifier le test loss, enfin, pas modifier, mais rajouter des éléments à test loss. Alors, le test loss, il va être calculé en comparant le y-test avec notre activation. Alors, pas cette activation-là, parce que cette activation, elle était calculée sur le train set. Donc, on va devoir calculer une autre activation qu'on va peut-être appeler A-test.
donc, on va faire ici passer attest. Ensuite, notre prédiction, elle va être basée sur le X-test. Et notre test accuracy, on va donc le calculer sur le Y-test. Très bien. Alors, je pense ne pas avoir fait d'erreur. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter toutes ces différentes listes, hop, à l'intérieur de nos plots. Donc, le train accuracy, on va le mettre là et on va lui donner un label. Et puis, sur le même graphique, on va donc afficher le test loss. Test loss. Et il va donc s'appeler test loss. On va rajouter une légende, PLT legend, ça c'est important. Et pour donc la suite, eh bien, on va afficher train accuracy et on va faire la même chose pour le test accuracy. On supprime ça c'est juste moi qui l'avais mis pour vous aider à bien visualiser ce que je fais. Et on va prier pour voir si tout se passe bien. Voilà, donc on a un beau code. Voilà, je vous laisse le voir un instant. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Hop, hop. Donc, c'est parti. On va voir ce qu'il se passe lorsqu'on exécute tout ça. Ah bah oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier de passer, du coup, notre X-train reshape. C'est pour ça, d'ailleurs, que depuis le début de cette vidéo, on l'a normalisé, on l'a redimensionné, etc. C'est pour finalement s'en servir, ainsi que notre Y-test. Et cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Oh mince, il y en a encore une. Qu'est-ce qui se passe? Alors. On a une erreur ici. Donc, parce que notre attest... bah oui, bien sûr. Alors, vous voyez, j'essaye de vous montrer, même si ça rallonge un tout petit peu la vidéo, j'essaye de vous montrer que moi aussi, je fais des erreurs. Et comment les décrypter? Bah, je lis simplement ce qui a été écrit ici. Je vois qu'il y a un problème avec mes dimensions. Donc là, je me dis, moi qui ai confiance dans mon code, je me dis, enfin, en tout cas, dans ma démarche mathématique, je me dis qu'il y a un problème. J'ai dû swapper deux choses, échanger deux choses. Et donc là, je vois bien, attest, il a été calculé sur la base de X-train. Ah, évidemment, ça ne va pas. Donc, je remonte à cet endroit, plus précisément ici. Vous l'aviez d'ailleurs peut-être déjà vu dans votre coin pendant que j'écrivais votre code et vous étiez en train de vous arracher vos cheveux en mode « Non, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Bon, donc, on relance une nouvelle tentative. Hein. Il ne faut jamais jeter l'éponge. Et yes, ça fonctionne cette fois-ci. Donc, c'est là qu'on est bien content d'avoir notre barre de progression. Comme la petite barre de progression sur YouTube, hein, qui vous indique que cette vidéo est extrêmement longue. Ah, mais c'est comme ça, hein, j'essaie de vous montrer les choses dans les détails, de gratter vraiment la surface. Allez, on attend. Je vous retrouve moi quand c'est terminé. Et voilà, tout ça nous indique bien qu'on a un modèle en overfitting. Car sur le graphique de gauche, on voit bien qu'il y a un décalage assez important entre le test loss et le train loss, signe que le modèle fait beaucoup plus d'erreurs sur le test set que sur le train set. Et on retrouve exactement la même chose sur le graphique de droite, puisqu'on voit que le modèle a beau s'entraîner encore et encore, améliorant ainsi sa performance sur le train set, eh bien, sa capacité à généraliser est relativement mauvaise, puisqu'il n'améliore pas du tout sa performance sur le test set. Alors, à partir de là, la question à se poser, c'est comment régler ce problème? Eh bien, la première chose à faire, c'est de fournir plus de données à notre machine. Car en effet, 1000 photos, ça n'est clairement pas suffisant pour entraîner un bon modèle de deep learning. De plus, lorsqu'on a un grand décalage entre le nombre de photos et le nombre de variables, on obtient un phénomène appelé le fléau de la dimension, qui fait que l'espace dans lequel se trouvent nos données est un espace principalement rempli de vide, au sein duquel le modèle peut se balader comme il veut et trouver la configuration qu'il arrange lui personnellement pour obtenir un bon score sur le train set au détriment de son score sur le test set. Bref, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai mis dans la description une vidéo Tipeee dans laquelle j'explique en détail ce qu'est le fléau de la dimension. Donc, de retour à notre code, ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation, ça serait de fournir plus de données à notre modèle,
ou bien de réduire le nombre de variables, ou encore d'utiliser une technique de régularisation, telle que la pénalité L1 ou L2. Cependant, même en utilisant toutes ces choses, ça ne va pas améliorer beaucoup la performance de notre modèle. Car en réalité, le problème vient du fait que notre modèle est beaucoup trop simpliste. Et oui, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, tout ce que nous avons, c'est un neurone, un seul. Et qu'un neurone, c'est un modèle linéaire. C'est-à-dire qu'il ne peut être utilisé que sur des problèmes qu'on peut séparer linéairement. À partir du moment où vous traitez un dataset un peu plus complexe, ce modèle ne va pas suffire. Donc imaginez sur un dataset de photos de chats et de chiens, clairement, ça ne va pas. Donc, avant même de vouloir traiter ce problème d'overfitting, il va nous falloir améliorer le modèle en lui-même. Et pour ça, nous allons devoir rajouter d'autres neurones dans notre modèle, formant ainsi notre premier réseau de neurones artificiels. Mais ça, on ne va pas le faire dans cette vidéo, car je vous le réserve tout simplement pour le prochain épisode. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, pour tous les gens qui me regarderaient encore, là, en ce moment, eh bien, je tiens à vous remercier du plus profond de moi, parce que cette vidéo a été assez longue, et vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui me soutenaient, qui regardaient les vidéos jusqu'au bout, qui laissaient des commentaires, qui partageaient les vidéos, parce que, comme vous le savez, produire toutes ces vidéos, ça demande beaucoup de temps, parfois même vraiment beaucoup de temps. Par exemple, sur certaines vidéos de cette série, il m'est arrivé de travailler plus de 100 heures, parce que des fois, je travaille sur une animation durant tout le week-end, une animation qui va durer 60 secondes, j'y passe 5 à 10 heures, et puis le week-end suivant, je jette tout, et je recommence. En fait, je recommence tant que ça me plaît pas, ou je recommence tant que l'explication n'est pas la plus accessible possible. Donc je ne peux que vous remercier. Regarder des vidéos aussi longues, c'est pas facile, il y a très peu de gens qui le font. YouTube, ça reste quand même une plateforme de divertissement. Et bien tout ça, ça fait que Machilornia, c'est une chaîne avec quand même pas beaucoup de chance de son côté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais grâce à des gens comme vous, tout ce que je fais a du sens. Voilà, donc vraiment, je vous remercie très sincèrement. Bref, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas à les poser, que ce soit en commentaire sur YouTube ou bien dans notre communauté Discord. Vous pouvez même me contacter moi directement, hein, j'essaye de répondre à un maximum de gens, c'est pas toujours possible de répondre à tout le monde, mais ça me fait très plaisir d'aider les gens. Et puis, pour finir, j'aimerais encore une fois remercier les gens qui me soutiennent sur Utip et sur Tipeee. Le soutien financier, c'est toujours bien. Ça permet de faire agrandir le projet Machilornia. Et croyez-moi, il y a des choses vraiment excellentes qui sortiront à l'avenir. Et en plus, je vous rappelle que sur Tipeee, vous avez énormément de vidéos bonus qui sont vraiment très cool. Donc allez-y, foncez, et ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.